Je devais parler des innovations techniques en chirurgie de l'épaule. Et puis je me suis dit que je n'allais pas faire un topo en vous présentant tout ce qu'on peut faire de nouveau. En tout cas, pas décrire les techniques, ni vous dire que l'innovation technique est forcément bien. Je ne vais pas faire du scientisme. Et donc, je vais poser plutôt les innovations techniques sous la question de la pertinence médicale, et en vous rappelant que pour tous les prochains topos qui vont venir, et quelle que soit la qualité des orateurs qui vont parler, il faut savoir rester critique par rapport à ce qui peut être dit dans les congrès divers et variés, avec toujours à remettre en question le pourquoi de l'innovation et est-elle réellement utile. Alors en chirurgie de l'épaule, comme dans toutes les chirurgies, les innovations elles vont venir soit de la technique opératoire, des nouvelles techniques opératoires, soit de nouveaux matériaux ou de nouveaux produits. C'est l'exemple des PRP que vous connaissez, des nouvelles prothèses, des nouveaux ancillaires, du matériel qui peut être utilisé pour opérer, comme les nouvelles colonnes d'arthroscopie, proposant des qualités visuelles pour voir des films hollywoodiens, alors que ce n'est pas trop le sujet. Et on va les screener avec cette courbe. Cette courbe, elle montre quoi? Elle montre le gain de qualité de santé, on va dire, que ce soit en qualité de vie, que ce soit en quantité de vie, par rapport au coût. Et on voit que finalement, très probablement, pour augmenter beaucoup, c'est pour des faibles coûts. Et que plus on arrive à des coûts élevés, plus finalement le gain a été obtenu, et améliorer que ce soit la qualité de vie ou la quantité de vie, c'est très compliqué. Et qu'à un moment donné, quand ça devient trop cher, ça impacte les soins d'avant. C'est-à-dire, on ne peut plus payer ce qui est simple, parce qu'il n'y a plus d'argent. Au début, on est là. On peut gagner pas mal pour très peu. Et il y a un bon nombre d'années, il y a un siècle, on a découvert des maladies dont on connaît parfaitement les traitements, qui ne valent absolument rien. Et pour autant, il y a encore des milliers de gens qui décèdent ou qui souffrent de ces pathologies, alors qu'on a des traitements qui ne valent rien, mais comme l'argent est alloué à d'autres sujets, et notamment aux innovations, on nous dit non, on ne peut pas, il n'y a pas d'argent, on ne peut pas vacciner à grande échelle, on ne peut pas produire des antibiotiques simples à grande échelle, on ne peut pas soigner des millions de gens parce qu'il n'y a pas assez d'argent, ça coûte trop cher. Alors pour la chirurgie de l'épaule, parce que je ne vais pas vous parler ni de la tuberculose ni de la poliomyélite évidemment, la chirurgie de l'épaule c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que finalement le premier traitement de l'arthrose c'est les médicaments, c'est des antalgiques simples, l'aspirine qui vaut rien et qui souffre quand même qui soulage beaucoup de patients qui souffrent de douleurs arthrosiques, qu'il s'agisse de l'épaule ou d'autres articulations, et ça reste le premier traitement des pathologies arthrosiques. Alors évidemment, ça n'empêche pas la recherche, ça n'empêche pas qu'on a beaucoup progressé, que maintenant la chirurgie prothétique donne des résultats qui sont extrêmement bons en termes de fonction, en termes de qualité de vie, avec des patients qui peuvent retourner quasiment à des activités normales, y compris sportives, avec des prothèses, qu'il s'agisse des prothèses anatomiques ou des prothèses inversées quand il n'y a plus de tendon de la coiffe des rotateurs. Mais on arrive à un niveau finalement de qualité de vie où pour essayer d'augmenter, il faut améliorer ou essayer d'améliorer des implants qui sont très performants et pour des coûts qui deviennent pas raisonnables par rapport à ce qu'on peut vraiment améliorer et pour des résultats surtout qui restent parfois incertains. L'innovation pour l'innovation, ça a aussi des risques. Donc, si je dois screener les quelques innovations, je ne vais pas toutes les faire, mais on va parler des PRP, spécialement pour Jean-Christophe Mignot. Des butins arthroscopiques, des reconstructions capsulaires supérieures. Alors ça, c'est un peu moins connu, c'est les patients qui ont une rupture du supra-épineux, enfin de la coiffe des rotateurs, qui n'est pas réparable et qui souffrent. Et donc, c'est un implant qui vient remplacer schématiquement le tendon du supra-épineux. Et puis la planification préopératoire en chirurgie de l'épaule assistée par ordinateur qui fait beaucoup le buzz dans les congrès de chirurgiens de l'épaule. C'était pratiquement 20% des présentations à l'AOS, au congrès américain de chirurgie cette année. Et donc c'est actuellement l'innovation, on va dire technique en chirurgie de l'épaule qui fait le plus parler d'elle.
Alors la butée à ciel ouvert versus la butée arthroscopique, vous connaissez tous la butée pour la chirurgie d'instabilité, on sait tous que ça marche. Alain Meyer et moi, on en a fait, des butées arthroscopiques. Mais si on doit faire le bilan de ce qu'on a fait et des publications sur le sujet, on voit que le ciel ouvert, on a des excellents résultats, que c'est une chirurgie qui est rapide avec globalement peu de complications par rapport au nombre d'interventions qui sont réalisées. Ça vaut pratiquement rien. Une vis, ça vaut 7 €, donc c'est très peu cher. Et on a des résultats à long terme qui sont connus, avec des résultats qui sont même supérieurs à la chirurgie du Bankart, quel que soit le patient qui est opéré. On a des taux de récidive qui sont très stables, ce qui n'est pas le cas du Bankart, où le taux de récidive augmente avec le délai à la chirurgie. On arrive à pratiquement 45% de récidive à 15 ans dans la chirurgie du Bankart, ce qui n'est absolument pas le cas de la butée qui reste à moins de 3,5%. Alors que dans la chirurgie arthroscopique, pour arriver à en faire une, on va dire correctement, il faut y passer un peu de temps. Ça prend du temps. Et donc, tous les patients qui sont opérés pendant la courbe d'apprentissage, a priori, en tout cas, ils n'ont pas la meilleure technique qui existe. On a un taux de complication qui, dans la littérature, va jusqu'à 25%. C'est ce qui est énorme. Hein. Si je vous dis il y a 25% de chances que je vous rate, je ne suis pas sûr que vous soyez hyper en accord avec la chirurgie. Ça vaut 2 fois plus cher qu'une butée à ciel ouvert, parce que, même un peu plus, hein, puisque rien que le coût de l'ancillaire de butée arthroscopique, c'est autour de 400 €, versus 2 vis à 7 € dans la butée à ciel ouvert. Et surtout pour des résultats dans les séries de chirurgiens qu'on font pas mal, qui sont similaires et qui ne se départagent pas des butées à ciel ouvert. Et donc c'est un exemple typique d'innovation technique qui a eu le mérite d'exister, mais qu'il faut à un moment donné dire c'est pas la peine de continuer, c'est pas efficient. Et il faut arrêter parce que finalement ça coûte beaucoup trop cher pour un service rendu aux malades qui est pas énorme. Alors les PRP c'est un autre sujet. Alors ça c'est l'exemple typique de quelque chose de marketing. Avec le sport de haut niveau qui a servi de faire valoir à cette technique médicale. Je me souviens que la première fois que j'en ai entendu parler, le médecin du sport, c'était un médecin du sport espagnol assez connu, et je pense qu'il réparait ses jeans avec des PRP. Il faisait à peu près tout avec des PRP. Toutes les pathologies étaient soignables au PRP. Pour un coût qui est monstrueux, puisqu'aux États-Unis, ils disent que globalement, on va être à plus de 500 millions de $ d'ici 5 à 10 ans en coût pour la santé. Alors que dans les pôles, l'intégralité de toutes les publications, on va dire statistiquement valables, montre que ça ne fonctionne pas du tout. Faire des PRP versus faire du sérum physiologique, puisque c'est la plupart du temps ce qui a été comparé, ça donne à peu près les mêmes résultats. Donc les PRP, ça ne marche pas. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter la recherche, mais en tout cas, le passer en pratique courante, ça paraît déraisonnable. Les reconstructions capsulaires supérieures, donc je vous ai dit, ce sont des patients à qui on ne peut pas réparer la coiffe, qui sont douloureux, qui ne vont pas bien, et on ne sait pas trop quoi leur proposer. Le gold standard, c'est la prothèse inversée d'épaule, mais proposer une prothèse inversée d'épaule à un patient de 55 ans qui a une rupture de coiffe, c'est un peu compliqué. Donc on essaie de trouver d'autres choses. Et pour le moment, dans la littérature, on a refait une revue de la littérature pour la SFA, et toutes les études montrent que, quelle que soit la technique, il n'y a aucune différence significative sur les scores fonctionnels. Et la première, c'est la ténotomie simple du biceps, donc qui ne vaut rien, si ce n'est d'opérer le patient, bien évidemment, mais ça n'a pas de coût, de surcoût. Et donc, toutes les autres techniques, y compris la reconstruction capsulaire supérieure, n'ont pas montré pour le moment d'efficacité. Alors, probablement, pour le coup, parce qu'on ne sait pas encore utiliser très bien toutes les innovations, que ce soit les ballonnets sous acromio, les transferts de tendons ou la reconstruction capsulaire supérieure. Il faut continuer pour autant à chercher, parce que c'est des patients qui ne vont pas bien, et aller mettre une prothèse à quelqu'un de jeune, c'est toujours compliqué parce qu'il y a la problématique de la reprise. Donc là, on ne sait pas, il faut continuer, mais faire attention, parce que les implants, le ballonnet, ça coûte 1 200 €, les reconstructions capsulaires supérieures, c'est, je crois, 400 € de coût matériel. Et donc, c'est pas certain que ce soit très utile, en tout cas pour le moment, comparé à la simple ténotomie du biceps qui marche pas tout le temps, donne pas des résultats formidables, mais qui n'est pas risqué et qui ne coûte pas grand-chose.
Enfin, la planification préopératoire. Donc, en gros, on envoie un scanner à une société d'ingénierie en imagerie qui va faire des reconstructions et qui va nous permettre de modéliser et de planifier de manière un peu automatique en préopératoire la mise en place des implants. Et la nouveauté par rapport à ce qui était fait avant, notamment en chirurgie du membre inférieur, où ils sont un peu plus avancés que l'épaule l'est, c'est qu'ils utilisent l'intelligence artificielle, c'est-à-dire ils prennent les cas de chirurgiens qui ont des énormes séries de patients avec des prothèses, ils comparent les résultats avec la mise en place de la prothèse et le logiciel vous propose le meilleur emplacement possible pour ce patient comparativement à des milliers de cas de chirurgiens qui sont très connus sur le sujet. Ça coûte très cher puisque en moyenne, pareil, le surcoût va être autour de 400 € pour la mise en place d'une prothèse. Enfin, le fait de pouvoir utiliser ça, c'est facturé de manière indirecte par le fabricant de prothèses. Et pour le moment, on ne sait pas trop, parce que si on se compare au membre inférieur, sauf erreur de ma part, mais je ne crois pas que ce soit passé dans la pratique courante en chirurgie prothétique du membre inférieur, ça augmente le coût et probablement un peu le temps opératoire, parce que du coup, il faut quand même se placer, et donc il faut utiliser des ancillaires un peu particuliers pour arriver à la mettre comme sur le scanner. Et on n'a pour le moment absolument aucune étude qui sous-tende cette hypothèse que c'est mieux de planifier de manière aussi complexe et de naviguer ensuite la prothèse pour la mettre correctement en place. Donc là encore, ça manque d'études. Il va falloir travailler sur le sujet avant de pouvoir dire oui, ça vaut le coup et on ne va pas se retrouver sur la pente descendante. Et donc je finirai ce topo juste par cette courbe qui est intéressante, qui est en gros la courbe d'une innovation chirurgicale et qui dit au départ, il y a un gars qui a une idée, il trouve ça forcément génial, c'est son idée. Il la diffuse, et puis comme c'est nouveau et que les gens aiment bien la nouveauté, tout le monde se dit c'est génial, c'est génial, c'est génial, c'est génial. On essaye de la même manière qu'il y a des médias, il y a les médias médicaux qui vont dans ce sens, beaucoup de publications, des résultats avec parfois des conflits d'intérêts qui ne sont pas très clairs, et à un moment donné, on est presque à dire ça va devenir le traitement standard. Et on commence à opérer beaucoup de patients par cette technique. Et en fait, on s'aperçoit que non, en fait, c'était pas une bonne idée, qu'en fait, il y a plein de complications. Et puis, à la fin, c'est une histoire de chasse en disant « Ah oui, dans le temps, pour réparer les ménisques internes, on le faisait à ciel ouvert, c'était vachement simple, on coupait le ligament latéral interne, comme ça on avait une belle vue sur le ménisque interne. Et évidemment, plus personne ne fait ça maintenant. Et c'était pas une bonne idée. Et finalement, si on doit en chirurgie de l'épaule retenir les chirurgies qui ont fait l'épreuve du temps, il y a la butée, il y a la prothèse, et puis la réparation de la coiffe qui reste un gold standard. Les autres interventions sont quand même beaucoup plus sujets à la discussion, et il y a une vraie discussion à avoir sur des indications exactes de ces chirurgies. Voilà, je vous remercie.